Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Odon, aujourd'hui, mardi 28 avril. Les efforts diplomatiques autour de l'Iran se poursuivent, pendant que d'autres fronts restent actifs en Afrique de l'Ouest et en Europe de l'Est. Au Canada, Ottawa bouge sur le terrain parlementaire et économique, pendant que des enjeux sociaux et de sécurité publique s'imposent sur le terrain. Géopolitique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé en Russie lundi, au terme d'un week-end de diplomatie intense. Cette visite survient alors que les discussions avec les États-Unis restent suspendues, sans calendrier de reprise confirmé. À Moscou, Vladimir Poutine a dit à Abbas Araghchi que l'Iran traverserait une période difficile de guerre. Le président russe a ajouté espérer un retour prochain à la paix, tout en affichant un soutien politique à Téhéran. À Washington, Donald Trump a été informé d'une nouvelle proposition iranienne centrée sur le détroit d'Ormuz. Cette proposition vise à rouvrir la circulation maritime tout en mettant de côté la question du programme nucléaire, au moins temporairement. Un responsable américain a fait savoir que Donald Trump n'était pas satisfait de cette approche. Le désaccord porte sur l'idée de reporter les négociations nucléaires jusqu'à la fin des combats et au règlement des tensions sur la navigation dans le Golfe. Le secrétaire d'État américain a néanmoins indiqué que Washington examinait les propositions iraniennes. Il a aussi jugé l'offre meilleure que prévue, sans dire si elle pouvait mener à un accord rapide. Dans le débat européen, le chancelier allemand Friedrich Merz a dit être désillusionné par les États-Unis et Israël. Il estime que la promesse de régler rapidement le dossier iranien ne s'est pas concrétisée, après des déclarations initiales parlant de quelques jours. Sur le terrain en Afrique de l'Ouest, le Mali fait face à une série d'attaques coordonnées contre son appareil sécuritaire. Des djihadistes affiliés à Al-Qaïda, aux côtés de rebelles séparatistes, ont pris plusieurs villes et bases militaires lors d'un assaut durant le week-end. Le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, a été tué dans ces attaques, selon des informations relayées par plusieurs observateurs du dossier. Le chef du renseignement militaire aurait aussi été tué, ce qui accentue la fragilité de la chaîne de commandement à Bamako. Les opérations ont été attribuées à la coalition de forces comprenant le JNIM, affilié à Al-Qaïda. Des combattants touaregs, issus de la minorité du Nord, figurent aussi parmi les acteurs décrits dans ces attaques coordonnées. La crise intervient malgré l'appui de Moscou à la junte au pouvoir. Environ 2000 soldats russes se trouvent au Mali, et la coopération avait été mise en scène lors d'une rencontre au Kremlin. En Europe de l'Est, une attaque de drones russes a fait 14 blessés à Odessa. Les forces ukrainiennes ont intercepté plus de 90% des drones, selon les autorités ukrainiennes. Des drones ukrainiens ont aussi tué 2 personnes à Kherson, dans une zone sous contrôle russe. Volodymyr Zelensky a réclamé davantage de missiles de défense aérienne Patriot, de fabrication américaine, pour renforcer la protection du ciel. En Asie, la Chine a bloqué l'acquisition par Meta de la start-up d'intelligence artificielle Manus. La transaction était évaluée à 2 milliards de dollars américains. Et les autorités chinoises imposent désormais un désengagement. Meta affirme que l'opération respectait les lois applicables. L'entreprise dit s'attendre à un règlement approprié de la procédure, alors que des analystes évoquent un précédent pour d'autres acquisitions. En Méditerranée, Malte ira aux urnes plus tôt que prévu. Le Premier ministre Robert Abella a convoqué des élections générales anticipées pour le 30 mai, soit 9 mois avant la fin prévue de son mandat. Robert Abella parle d'un besoin de stabilité, dans un contexte de tensions géopolitiques. Il a annoncé qu'il recommanderait à la présidente Myriam Spiteri Debono la dissolution du Parlement. Canada. À Ottawa, la Chambre des communes a adopté une motion qui donne aux libéraux une majorité au sein des comités parlementaires. Cette décision renforce le contrôle du gouvernement sur des travaux clés,
comme l'étude détaillée des projets de loi et la convocation de témoins. Le gouvernement fédéral doit aussi présenter aujourd'hui sa mise à jour économique du printemps. Le Premier ministre Mark Carney laisse entendre que le solde budgétaire serait meilleur que prévu, avec des déficits moins élevés que les prévisions. Le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, porte ce document devant les parlementaires. Le gouvernement veut s'appuyer sur ces chiffres pour défendre sa trajectoire financière, après un vote budgétaire tenu à Ottawa. Autre annonce structurante, le Canada se dote d'un fonds souverain, appelé Canada Strong Fund. Un fonds souverain sert habituellement à investir des excédents publics, mais le modèle canadien annoncé se distingue et reste à préciser. Plusieurs paramètres doivent encore être définis, notamment la gouvernance et les règles d'investissement. Le gouvernement présente ce véhicule comme un outil économique, sans en avoir détaillé toutes les modalités opérationnelles. Dans les relations avec les États-Unis, Mark Carney met en garde contre la pensée magique en pleine guerre commerciale. En entrevue, il se décrit comme un nationaliste et dit puiser dans l'élan patriotique qui traverse le pays. À Montréal, le CHUM voit augmenter le nombre de patients aux prises avec des problèmes de consommation. Des soignants décrivent une pression croissante dans un contexte où l'itinérance amène des cas plus nombreux et plus complexes. Les équipes parlent d'un changement d'échelle, en disant que ce qui ressemblait à une vague est devenu un tsunami. La situation touche à la fois l'urgence, le suivi médical et les besoins sociaux des patients qui n'ont pas de filet stable. À Laval, la ville nomme une nouvelle chef de police issue du travail d'infiltration. Cette nomination veut envoyer un message au crime organisé, alors que des commerçants vivent une vague d'extorsion. La nouvelle chef connaît le milieu criminel de l'intérieur, après avoir mené des opérations dans le monde interlope de l'île Jésus. La ville mise sur ce profil pour renforcer les enquêtes et freiner les réseaux impliqués dans l'intimidation économique. Science. À Pompéi, des archéologues ont utilisé l'intelligence artificielle pour reconstruire numériquement le visage d'un homme mort lors de l'éruption du Vésuve. L'éruption remonte à l'an 79 après Jésus-Christ et reste l'une des catastrophes naturelles les plus documentées de l'Antiquité. L'outil d'IA a servi à produire une reconstruction faciale à partir des données disponibles sur net. Reste retrouvé. L'objectif est d'offrir une représentation plus concrète des victimes, au-delà des moulages et des objets exhumés. Les chercheurs présentent cette méthode comme une première pour ce type de travail sur le site. Ils y voient une nouvelle façon de relier les découvertes archéologiques à des individus identifiables. L'approche repose sur une restitution numérique plutôt que sur une reconstitution sculptée à la main. Elle permet de tester des hypothèses et de produire des variantes, sans modifier les pièces originales conservées par les équipes. Ce type d'outil pose aussi des enjeux de validation scientifique des résultats. Les spécialistes doivent distinguer ce qui solidement déduit des données de ce qui relève d'une estimation visuelle. Climat. Aucun événement n'a été retenu aujourd'hui dans cette catégorie. Monde. En Indonésie, une collision ferroviaire a fait au moins 14 morts dans l'ouest du pays. Le bilan fait aussi état de 84 blessés selon l'opérateur des trains. L'accident s'est produit près de Jakarta, sur un axe où circulent des trains de banlieue et des liaisons longue distance. Un train longue distance a percuté l'arrière d'une rame de banlieue à l'arrêt, d'après les premiers éléments rapportés. Dans la Manche, plus de 100 migrants ont été secourus en mer. Ces sauvetages surviennent moins d'une semaine après la signature d'un accord de 650 millions de livres entre le Royaume-Uni et la France. L'entente vise à réduire les traversées, en renforçant la coopération et les moyens de contrôle. Malgré cela, les départs continuent et les opérations de secours restent fréquentes sur cette route maritime très risquée. À Venise, un débat secoue la Biennale autour de la participation d'Israël. Des juges de la Biennale annoncent qu'ils ne considéreront pas Israël, en lien avec un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale visant Benyamin Netanyahou,
L'artiste et sculpteur Belou Simeon Fainaro, qui représente Israël, affirme que l'art a besoin d'ouverture. Le ministère israélien des Affaires étrangères dénonce une mise en scène politique et parle d'endoctrinement anti-israélien. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 626 $ américains, en baisse de moins 1,7% sur 24 heures. L'argent se négocie à 74 $ américains, en baisse de moins 2,8% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 76 813, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,735 $ américains. Les États du Golfe lancent un signal d'alarme à Donald Trump alors qu'un choc économique s'approfondit dans la région. La situation est décrite comme une glissade vers la récession, avec un effondrement des exportations d'énergie et du tourisme. Le ralentissement est présenté comme comparable, en ampleur, à celui observé pendant la pandémie. Les gouvernements concernés cherchent un appui politique et économique de Washington dans un contexte de forte incertitude régionale. Au Mexique, les recettes d'exportation ont bondi de 27,7% en mars. Les gains à l'exportation progressent sur un an depuis 10 mois, avec 6 mois de hausse à 2 chiffres. Ces chiffres soulignent la vigueur des entrées de devises liées au commerce extérieur mexicain. Ils s'inscrivent dans une tendance où la croissance annuelle des recettes se maintient mois après mois. Au Japon, la Banque du Japon montre des signes de débat interne plus vifs. D.C. Gans, lors d'une réunion du Conseil de politique monétaire, suggère un durcissement possible à venir. La Banque centrale a maintenu son taux directeur à 0,75% lors de la réunion d'avril. La guerre en Iran a compté parmi les facteurs cités pour justifier le statu quo sur les taux. Sur le front du coût de la vie, des ménages s'endettent pour se nourrir sous la pression du panier d'épicerie. La hausse des prix force une part jugée alarmante de personnes à puiser dans leurs économies ou à emprunter pour acheter de la nourriture. La tension ne se limite pas aux banques alimentaires dont la capacité est sous pression. Le phénomène touche aussi des ménages qui ne recouraient pas forcément à l'aide, mais qui doivent désormais financer l'épicerie à crédit. À savoir aujourd'hui, le 28 avril 1789, l'équipage du navire HMS Bounty s'est mutiné dans le Pacifique contre le capitaine William Bligh. Le 28 avril 1945, Benito Mussolini a été exécuté en Italie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.